Voici l'histoire que j'ai intitulée « La preuve par le chiffon ». Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, tamisez la lumière, car ce que je m'apprête à vous raconter ce soir dépasse l'entendement. C'est une histoire de trahison, de celle qui glace le sang, parce qu'elle se déroule derrière les volets clos de nos maisons respectables, là où l'on croit être en sécurité. Bonne écoute, l'ingratitude est un poison lent, insidieux, qui ne tue pas le corps, mais qui assassine l'âme à petit feu. Comment peut-on imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, que l'enfant que l'on a bercé, ou celui que l'on a accueilli dans sa famille, comme son propre sang, puisse un jour se transformer en bourreau? C'est une question terrible, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est celle qui résonne lugubre et persistante dans l'enceinte feutrée du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce matin pluvieux de novembre. Dehors, le vent de l'Atlantique fouette les carreaux, mais à l'intérieur de la salle d'audience numéro 4, l'atmosphère est étouffante, saturée d'une humidité lourde et d'une tension palpable. Face au juge des tutelles, un homme à la posture rigide et au regard fatigué, se tient une jeune femme, Isabelle. Elle est belle, d'une beauté apprêtée presque chirurgicale, vêtue d'un tailleur sombre, qui respire la sobriété, étudiée. Elle pleure. De grosses larmes silencieuses coulent sur ses joues poudrées et elle tient un mouchoir de dentelle qu'elle presse contre ses lèvres tremblantes. À ses côtés, son avocat, Maître Vergniaud, un ténor du barreau local, à la voix de bronze déploie ses effets de manche avec une théâtralité obscène. Il parle de déchéance sénile, de mise en danger de soi-même, de nécessité absolue de protéger le patrimoine. Sur le grand bureau en chêne massif du magistrat des photographies sont étalées telles des cartes à jouer dans une partie truquée. Ce ne sont pas des photos de famille, non, ce sont des pièces à conviction. On y voit une femme âgée, Madeleine. Mais quelle Madeleine? Pas la matriarche respectée que toute la région connaissait. Non, on y découvre une vieille dame aux cheveux hirsutes, vêtue de haillons, le regard vide, errant hagarde, sur le bord d'une route départementale, ou assise dans une cuisine jonchée de détritus, une tache de soupe séchée sur un vieux gilet troué. « Regardez, monsieur le juge !» tonne l'avocat en pointant un index accusateur vers les clichés. Regardez l'état de cette malheureuse ma cliente, sa belle-fille dévouée est à bout de force. Madame Madeleine de Valmont n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle refuse de se laver, elle refuse de s'alimenter correctement, elle dilapide l'argent dans des folies imaginaires. C'est un crève-cœur pour la famille, une tragédie intime. Mais il faut se rendre à l'évidence, la mise sous tutelle totale est la seule issue. Il faut sauver Madeleine contre son gré. Dans la salle, un murmure d'approbation parcourt les quelques curieux présents. C'est triste, pense-t-on, la vieillesse est un naufrage, comme disait le général. Et cette belle fille, cette Isabelle, quelle patience, quelle abnégation. Vouloir prendre en charge une telle décrépitude, c'est presque de la sainteté. Tout semble joué d'avance. Le marteau du juge s'apprête à sceller le destin d'une vie, à transformer une femme libre en mineure perpétuelle, rayant d'un trait de plume 70 ans de dignité. Mais mesdames et messieurs, les apparences sont parfois le masque le plus effrayant du diable. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter le temps. Il faut quitter la grisaille de ce tribunal pour se rendre au cœur des vignobles bordelais, là où la terre a la couleur du sang et de l'or. Il faut retourner quelques années en arrière, au domaine du Clos Saint-Hilaire. C'est une propriété magnifique, une bâtisse du XVIIIe siècle en pierre de taille, entourée de 40 hectares de vignes qui s'étendent à perte de vue sous le soleil du sud-ouest. C'est là que vivait Madeleine. Madeleine n'était pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Loin de là. Fille de petits métayers, elle avait les mains de ceux qui connaissent la rudesse de la terre, ses mains un peu larges, aux articulations noueuses marquées par le froid des hivers, à tailler les sarments et la brûlure des étés passés à vendanger. Avec Henri, son défunt mari, ils avaient acheté ce domaine ruine après ruine, hectare après hectare, au prix de sacrifices que la génération actuelle ne peut même pas concevoir. Ils ne partaient jamais en vacances.
Le dimanche, leur seul luxe était un poulet rôti et une bouteille de leur propre vin qu'ils dégustaient en regardant leurs vignes grandir. Henri est parti trop tôt, emporté par une crise cardiaque, au milieu de ses cuves, laissant Madeleine seule à la tête de l'exploitation. Beaucoup pensaient qu'elle allait vendre, qu'elle allait s'effondrer. C'était mal connaître cette femme. Madeleine était faite du même bois que ces tonneaux solides, résilientes, se bonifiant avec l'âge. Elle a continué. Elle a modernisé l'exploitation, elle a négocié avec les importateurs chinois et américains, elle a tenu tête aux banquiers. Le Clos Saint-Hilaire est devenu une référence, et Madeleine une figure incontournable de la région. Une femme de tête droite, dans ses bottes, respectée de tous. Elle n'avait qu'une faiblesse, une seule, son fils unique, Julien. Ah, Julien! Un garçon doux, certes, mais sans étoffe, sans cette flamme qui animait ses parents. Il avait grandi dans le confort que ses parents avaient construit à la sueur de leur front, et il en avait gardé une certaine indolence, une incapacité chronique à affronter la réalité. Et puis, Julien avait rencontré Isabelle. Isabelle, rencontrée dans un casino de la côte basque, une femme éblouissante, plus jeune, ambitieuse, qui aimait le luxe, les voitures allemandes et les soirées mondaines. Au début, Madeleine, fidèle à ses principes de bienveillance, avait ouvert ses bras. « Si mon fils l'aime, je l'aimerai », s'était-elle dit, ravalant ses doutes face à cette bru qui ne savait pas distinguer un cep de vigne d'un pied de tomate. Les repas du dimanche continuaient, mais l'ambiance avait changé. On ne parlait plus des récoltes ou de la météo, mais de voyages aux Maldives, de la dernière mode à Paris, et surtout de plus en plus souvent d'argent. Isabelle trouvait la maison vieillotte. Elle parlait de potentiel inexploité, de liquidités qui dorment. Madeleine écoutait, souriait poliment et resservait du gigot, sentant une petite pointe d'angoisse lui serrer le cœur. La descente aux enfers a commencé peu après la mort accidentelle d'Henri. Isabelle a senti la faille. Elle a convaincu Julien, ce fils malléable, comme de la glaise, de venir s'installer au château pour ne pas laisser maman seule. L'argument était imparable, n'est-ce pas? Comment refuser la sollicitude de ses enfants? Madeleine, touchée par cette attention, a accepté. Elle ne savait pas qu'elle venait de faire entrer le loup dans la bergerie, ou plutôt la louve. Les premiers mois furent une période de transition douce, presque imperceptible. Isabelle a commencé par suggérer des changements anodins, changer les rideaux, réorganiser la cuisine, moderniser le salon. Puis elle s'est intéressée à la gestion. « Maman, tu es fatiguée, laisse Julien signer les chèques pour les fournisseurs », disait-elle avec un sourire mielleux. Julien, manipulé par son épouse, répétait ses phrases comme un perroquet docile. Madeleine, qui commençait à sentir le poids des années, a cédé un peu de terrain, par amour, par lassitude aussi. Mais la véritable nature d'Isabelle s'est révélée lorsque les dettes de jeu ont commencé à s'accumuler. Isabelle était une joueuse compulsive. Poker, machines à sous, paris en ligne. Elle avait besoin d'argent, beaucoup d'argent, et vite. Le domaine viticole, avec ses terres valant des millions, était pour elle une mine d'or à ciel ouvert qu'il fallait exploiter immédiatement. Elle a mis la pression pour vendre une parcelle, puis deux. Madeleine a refusé. Net. La terre ne se vend pas, elle se transmet, avait-elle tonné, retrouvant sa voix de commandeur. Ce fut le point de bascule. Face à ce refus, le masque d'Isabelle est tombé. Si la vieille ne voulait pas signer, il fallait la contraindre, ou mieux faire en sorte que sa signature ne soit plus nécessaire. Le plan était d'une simplicité machiavélique, prouver que Madeleine perdait la tête, qu'elle n'était plus apte à gérer ses biens. Il fallait la transformer en une chose fragile, dépendante, sénile. C'est à ce moment-là que la maison familiale est devenue une prison. Isabelle a commencé par faire le vide autour de Madeleine. Marie, la fidèle gouvernante qui travaillait là depuis 30 ans, a été licenciée sous un prétexte fallacieux de vol d'argenterie. Une accusation montée de toutes pièces, bien entendu. Madeleine a pleuré le départ de Marie, sa seule confidente, mais Isabelle lui a dit « Tu vois, maman, tu ne te rends même pas compte que les gens te volent. Tu perds la notion des choses. » Le doute, cette petite graine empoisonnée, était semé.
Ensuite, ce fut l'isolement téléphonique. Le vieux combiné fixe a, malencontreusement, cessé de fonctionner. « On va te prendre un portable, c'est plus moderne », a promis Isabelle. Le portable n'est jamais arrivé. Les amis qui appelaient tombaient sur Isabelle, qui, la voix pleine de fausse tristesse, expliquait « Oh, Madeleine est très fatiguée aujourd'hui, elle dort. Elle a des moments d'absence, vous savez, c'est difficile. Mieux vaut ne pas la déranger. » Petit à petit, le silence s'est fait autour du château. Les visites se sont espacées puis ont cessé. Puis vint l'humiliation physique. C'est peut-être cela le plus insupportable à imaginer. Isabelle a pris le contrôle de la garde-robe de sa belle-mère. Un matin, Madeleine a cherché ses beaux tailleurs en laine, ses chemisiers de soie qu'elle portait pour recevoir. Disparu. L'armoire était fermée à clé. Sur le lit, Isabelle avait jeté 2 vieux joggings informes et un gilet en laine mité taché une horreur qui servait autrefois pour le jardinage. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'était insurgée Madeleine. Isabelle, appuyée contre le chambranle de la porte, un verre de vin à la main, le vin de Madeleine, avait répondu avec un mépris glacial « À quoi bon t'habiller en grande dame ? Tu ne vois plus personne. Tu baves quand tu manges. C'est plus pratique pour la lessive. Mets ça et ne discute pas. » Julien, présent dans le couloir, avait baissé les yeux fuyant le regard implorant de sa mère. Ce jour-là, Madeleine a compris qu'elle n'avait plus de fils. Elle était seule face au monstre. La stratégie de la déchéance organisée s'est accélérée. Isabelle rationnait le chauffage dans la chambre de Madeleine. Elle lui servait des repas froids, des restes, parfois même rien du tout prétextant que Madeleine avait déjà mangé et qu'elle l'avait oublié. « Mais enfin, maman, tu viens de déjeuner, tu perds vraiment la boule. » Et Madeleine, affaiblie, finissait par douter d'elle-même. Avait-elle mangé? Son estomac criait famine, mais son esprit vacillait sous les assauts constants du gaslighting. L'épisode le plus marquant, celui qui devait servir de preuve ultime pour le tribunal, eut lieu lors de la visite du notaire. Isabelle avait besoin d'une procuration temporaire. Elle avait convoqué Maître Dupont, un nouveau notaire, qui ne connaissait pas l'ancienne Madeleine. 1 heure avant le rendez-vous, alors que Madeleine, dans un sursaut de dignité, avait tenté de se coiffer et de nettoyer son visage, Isabelle était entrée dans la cuisine avec un bol de soupe potiron bouillante. « Tiens, mange avant qu'il arrive », avait-elle dit. Et puis, avec une maladresse calculée, elle avait renversé le bol entier sur Madeleine. La soupe, orange épaisse collante, s'était répandue sur le vieux gilet, sur le pantalon, dans les cheveux blancs. Madeleine avait crié brûlée, humiliée. « Oh là là, regarde ce que tu as fait! Tu es dégoûtante !» avait hurlé Isabelle. Au même moment, la sonnette de l'entrée retentissait. Le notaire était là. Isabelle avait empêché Madeleine de se changer. Elle l'avait poussée telle quelle dans le salon, sentant la soupe et la négligence. « Excusez ma belle-mère, maître », avait soupiré Isabelle en accueillant l'homme de loi. « C'est quotidien. Elle refuse de se changer après s'être souillée. Nous ne savons plus quoi faire. » Le notaire gêné avait vu devant lui une vieille femme tremblante sale, les yeux remplis de larmes, qu'il prenait pour des larmes de sénilité. Il avait noté dans son dossier « altération visible des facultés, hygiène déplorable, incohérence ». C'était le piège parfait. Madeleine avait compris. Si elle se révoltait, si elle criait, on dirait qu'elle était hystérique et agressive. Si elle se taisait, on dirait qu'elle était absente et démente. Elle était prise dans une nasse, un étau qui se resserrait chaque jour davantage. Mais Isabelle avait commis une erreur fondamentale. Une erreur que commettent souvent les gens arrogants. Elle avait sous-estimé l'adversaire. Elle avait oublié que Madeleine était une femme de la terre, une femme qui avait survécu aux gelées noires et aux tempêtes. Madeleine a cessé de lutter en apparence. Elle a joué le jeu. Elle a laissé son regard devenir vague. Elle a cessé de répondre. Elle a accepté de porter ce fameux gilet dégoûtant jour après jour. Isabelle jubilait. « Ça y est, elle est brisée », disait-elle à Julien. Elle ne voyait pas que la nuit, quand la maison dormait, Madeleine ne dormait pas. À la lueur d'une petite lampe de poche qu'elle avait réussi à cacher, Madeleine écrivait.
Elle notait tout. Les dates, les heures, les privations, les insultes. Mais un journal intime peut disparaître. Isabelle fouillait la chambre régulièrement. Il fallait une preuve irréfutable, quelque chose qui puisse sortir de cette maison sans être intercepté. Le destin ou la providence a pris la forme d'une jeune infirmière intérimaire, Sophie, venue pour soigner un ulcère variqueux que Madeleine avait développé à cause de la malnutrition. Sophie n'était pas dupe. Elle voyait la tristesse dans les yeux de la vieille dame, elle voyait la cruauté d'Isabelle. Mais Sophie ne pouvait rien dire sans preuve, au risque de perdre son emploi et d'être accusée de diffamation. Un jour, sentant que l'étau final, la mise sous tutelle, approchait Madeleine, a mis au point son ultime plan. Elle possédait caché au fond d'une vieille boîte à couture que même Isabelle avait dédaigné un petit dictaphone numérique, un gadget offert par un petit-fils éloigné des années auparavant. Elle l'a gardé sur elle, caché dans sa poitrine, activant l'enregistrement lors des moments les plus terribles. Elle a enregistré les insultes, les rires moqueurs d'Isabelle, les aveux de dette le plan pour vendre le vignoble. Mais comment faire sortir cet enregistrement? Isabelle fouillait son sac à main, ses poches. C'est là que le génie de la couturière est intervenu. Madeleine a pris ce vieux gilet, ce chiffon, comme l'appelait Isabelle, ce symbole de sa déchéance. Une nuit, avec des mains tremblantes mais précises, elle a décousu la doublure épaisse du col. Elle y a glissé le petit appareil numérique ainsi qu'une lettre manuscrite sur du papier Bible plié en 8. Puis, point par point, avec un fil de la même couleur usée, elle a refermé la cachette. Le travail était invisible. Le lendemain, c'était le dernier jour de Sophie l'infirmière. Isabelle avait décidé de s'en débarrasser, la trouvant trop curieuse. Au moment du départ, sous le regard suspicieux d'Isabelle, Madeleine s'est approchée de la jeune femme. Elle a retiré son gilet. « Tenez, ma petite, » a-t-elle dit d'une voix chevrotante, jouant parfaitement la vieille dame confuse. « Prenez ce gilet. J'ai froid, mais vous avez besoin de laine. Pour l'hiver. C'est un cadeau. Prenez-le, je vous en prie. » Isabelle a éclaté de rire. « Mais maman, enfin tu donnes tes vieux chiffons sales maintenant. C'est ridicule. » Elle s'est tournée vers l'infirmière. « Jetez ça à la poubelle en sortant, ne vous encombrez pas de ces délires. » Sophie a croisé le regard de Madeleine. Un regard d'une intensité foudroyante, un regard d'acier bleu qui contrastait avec le corps voûté. Sophie a compris. Elle a pris le gilet. « Merci, madame, je le garderai précieusement. » Elle est sortie, serrant le vieux lainage contre son cœur comme un trésor. Isabelle n'avait rien vu. Elle pensait avoir gagné. Nous voici de retour au tribunal. La salle est toujours aussi silencieuse. Le juge s'apprête à rendre sa décision. Maître Vergniaud a fini sa plaidoirie et range ses dossiers avec l'air satisfait du chasseur qui a abattu sa proie. Isabelle essuie une dernière larme imaginaire. Le juge ouvre la bouche pour prononcer la mise sous tutelle. C'est alors que les lourdes portes du fond de la salle s'ouvrent avec un fracas qui fait sursauter l'assistance. Un homme entre. Il est âgé, vêtu d'une robe d'avocat élimée, mais porté avec une noblesse impériale. C'est Maître Sterling, l'ancien avocat d'Henri et Madeleine, à la retraite depuis 5 ans, mais dont la réputation d'intégrité fait encore trembler les murs du palais. À ses côtés, marchant d'un pas décidé, se trouve Sophie l'infirmière tenant un sac en plastique. « Objection, Monsieur le Président », tonne Maître Sterling d'une voix qui n'a rien perdu de sa puissance. « Je demande à intervenir au nom de Madame Madeleine de Valmont, dont les intérêts ne sont manifestement pas défendus ici, mais trahis. » Un murmure stupéfait parcourt la salle. L'avocat d'Isabelle bondit. « Mais qui est ce clown? La procédure est close. » Le juge intrigué et respectueux de l'ancien bâtonnier Sterling lève la main pour imposer le silence. « Maître Sterling, vous n'êtes pas inscrit au dossier. Que signifie cette irruption? » Cela signifie, monsieur le juge, que la vérité est parfois cachée dans les replis les plus humbles de l'existence. Il fait signe à Sophie. La jeune femme s'avance à la barre, sort le vieux gilet gris et sale du sac. Isabelle blêmit. Elle reconnaît le chiffon. Elle ne comprend pas.
Pourquoi apporter cette vieillerie ici? Voici la pièce à conviction numéro 1, déclare Sterling. Sous les yeux ébahis du public, il saisit une paire de ciseaux de son cartable. Cric, cric. Le bruit du tissu qu'on coupe résonne dans le silence de mort. Il ouvre le col, il en extrait le petit appareil noir et la lettre. Ceci, monsieur le juge, est la voix de Madeleine de Valmont, la vraie, pas celle qu'on tente de vous vendre. Il pose l'appareil sur le bureau du greffier et appuie sur lecture. Le son est clair, amplifié par le silence religieux de la salle. On entend d'abord le bruit d'une porte qui claque, puis la voix d'Isabelle, stridente, vulgaire, méconnaissable, pour ceux qui venaient de l'entendre pleurnicher. « Allez, signe vieille carne! Tu crois que je vais attendre que tu crèves pour vendre ce tas de cailloux? J'ai 50 000 € de dettes à éponger avant la fin du mois. Si tu ne signes pas, je te jure que je te fais interner demain. Je dirai que tu m'as agressé. Qui croira une vieille folle comme toi? Mets ce gilet, tu ressembles à une clocharde, c'est parfait pour le notaire. » Puis la voix de Madeleine, faible mais digne. « Tu peux me prendre ma maison, Isabelle, mais tu n'auras jamais mon âme. » Et le rire d'Isabelle. Un rire cruel, sec. « Ton âme. Je m'en fous de ton âme, je veux le pognon. » Dans la salle d'audience, l'effet est dévastateur. C'est comme si une bombe avait explosé. Les visages se tournent vers Isabelle. Son masque de veuve éplorée s'est désintégré. Elle est livide, sa bouche s'ouvre et se ferme sans qu'aucun son ne sorte. Julien, assis au fond, se prend la tête dans les mains anéanties. Le juge a le visage fermé, dur comme la pierre. Il regarde Isabelle avec un dégoût qu'il ne cherche même pas à dissimuler. Il prend la lettre manuscrite, la lit rapidement. C'est un testament moral, une description clinique des mois de calvaire, daté, signé, lucide. L'écriture est ferme. Ce n'est pas l'écriture d'une femme sénile. « Maître Vergniaud, » dit le juge d'une voix glaciale, « je crois que votre cliente a quelques explications à fournir. Et je ne parle pas de tutelle, je parle d'abus de faiblesse, de séquestration et de maltraitance sur personne vulnérable. La séance est suspendue dans un tumulte indescriptible. Les gendarmes présents dans la salle se rapprochent d'Isabelle. Elle, qui pensait repartir avec les clés du royaume, repartira entre deux officiers. La justice, la vraie celle, qui ne se laisse pas aveugler par les belles toilettes et les larmes de crocodile, venait de passer, quelques mois plus tard. L'hiver a laissé place au printemps sur le Bordelais. Les vignes du Clos Saint-Hilaire bourgeonnent d'un vert tendre et prometteur. Sur la terrasse du château, une femme est assise. Elle porte un magnifique tailleur Chanel en tweed rose pâle. Ses cheveux blancs sont impeccablement coiffés, en un chignon élégant. C'est Madeleine. Elle n'est plus seule. À ses côtés, Sophie, l'infirmière, rit en versant le thé. Madeleine l'a embauchée comme dame de compagnie et gestionnaire adjointe. Julien n'est plus là. Il a quitté la région honteux, incapable d'affronter le regard de sa mère après avoir laissé sa femme la torturer. Isabelle attend son procès en prison. Le divorce est prononcé. Madeleine respire l'air frais du matin. Elle regarde ses terres. Elle a failli tout perdre. Pas seulement ses biens, mais son identité, sa dignité d'être humain. Elle a été sauvée par son intelligence, par le courage d'une étrangère, et par un vieux gilet en laine qu'elle avait gardé parce qu'elle ne jetait jamais rien. « Tout peut servir », disait Henri. Il avait raison. Même un chiffon peut servir à emprisonner le mal et à libérer la vérité. Elle pose sa tasse de porcelaine fine. Sa main ne tremble plus. Elle pense à toutes ces personnes âgées, isolées, qui n'ont pas eu sa chance, qui n'ont pas eu l'idée du dictaphone ou qui n'ont pas croisé le chemin d'une Sophie. Elle sait que son combat n'est pas fini. Elle a décidé de créer une fondation pour aider les victimes d'abus financiers intrafamiliaux. Mesdames, messieurs, cette histoire se termine bien, mais elle laisse un goût amer. Elle nous rappelle une leçon fondamentale. Nos aînés ne sont pas des fardeaux ni des portefeuilles sur pattes. Ce sont des mémoires vivantes, des racines sans lesquelles nous ne sommes rien. Et méfiez-vous des apparences. Parfois, la personne la plus propre sur elle est la plus sale à l'intérieur, et celle qui porte des haillons cache en elle la noblesse d'une reine. Et vous?
Avez-vous déjà senti ce vent froid de l'ingratitude souffler dans votre famille? Avez-vous déjà vu des héritiers se disputer la peau de l'ours avant qu'il ne soit mort? J'espère que non. Mais si un jour vous avez un doute, souvenez-vous de Madeleine. Souvenez-vous que la vérité finit toujours par trouver un chemin, même s'il faut la coudre dans la doublure d'un vieux vêtement. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ceux qui vous ont aimé avant même que vous ne sachiez prononcer leur nom. Je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.